Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour parler Python et pour parler d'un décorateur de data class qui, si vous ne l'utilisez pas, va vous faciliter la vie. On va voir ça de, dans ce live, dans cette vidéo, comment l'utilisation de data class peut vous servir dans Python. Alors, est-ce que tu veux bien t'en... Ouais. Bonjour à tous. Voilà. Donc, déjà de base, quand vous écrivez une classe en Python, hein, vous avez sûrement ce genre de syntaxe, pardon. Vous mettez en place le constructeur, vous mettez les noms en argument, les valeurs par défaut s'il faut, vous mettez des type hints évidemment pour vous faciliter la vie. Vous mettez, puis ensuite vous les initialisez, self.name égale name, self.price égale price, etc. Pour faciliter ensuite la représentation, quand vous allez faire des prints et autres, vous venez surcharger la méthode repr. Donc là, pareil, vous venez au fur et à mesure mettre les arguments. Et dès que vous modifiez votre classe, que vous mettez un nouvel argument dans le constructeur et que vous voulez l'afficher, bah, vous devez le mettre là. Et de la même manière, hein, pour tester l'égalité entre deux éléments, puisque par défaut, l'égalité, ça va se faire au niveau de l'adresse en mémoire, il me semble. Et donc là, pour comparer uniquement les valeurs, vous venez faire ça. Et donc au fur et à mesure que votre classe en fait va évoluer en fonction de ces attributs, il va falloir mettre plein de choses en place. Et c'est fastidieux, tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui comment justement les data classes vont nous permettre d'arrêter d'en avoir marre. Tout simplement. Allez, donc on est parti. Donc on va déjà faire un petit rappel sur comment on fait une classe basique. Et puis ensuite, on va avoir trois niveaux différents au niveau de l'utilisation des data classes pour voir comment ça marche. Alors, donc la bonne vieille manière, comme je disais, c'était de faire ça. On fait une classe avec un constructeur. Si besoin, donc on vient mettre des type hints et des valeurs par défaut. Et à la fin, on a on on crée un item tout simplement avec un name, un price, et puis ensuite quand on veut l'afficher, hein, ben, on a ça, donc c'est-à-dire le nom de la classe et une adresse mémoire, ce qui n'est pas forcément très parlant. Un autre point, donc là on crée plusieurs items, on veut comparer, et en fait on va voir que la comparaison bah, n'est pas possible, tout simplement. Et ensuite, quand on va vouloir tester l'égalité, bah, ça va être faux. Alors que là, on voit que I et I3, ils ont le même nom et ils ont le même prix. Et pourtant, ils ne sont pas égaux. Parce que tout simplement, en mémoire, ils ne pointent pas vers le même objet. Donc, niveau 1 des data classes, ça a été introduit en Python 3.7. Donc, j'espère que vous utilisez Python, des versions Python supérieures à 3.7, juin 2018. Et c'était décrit dans le PEP 557. Et donc, comment ça marche? Tout simplement, dans le package Data Classes, on va récupérer le décorateur Data Class. On définit notre item. Et là, on va s'affranchir du constructeur. Et on va simplement définir le nom de nos attributs avec leur type. Et si besoin, une valeur par défaut. Et là, tout de suite, on voit la différence. Donc, je refais un item comme je l'ai fait tout à l'heure. On voit déjà que la représentation est beaucoup plus sympa. On voit tous les attributs automatiquement et on voit le nom de la classe au début. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis ensuite, donc là, on crée plusieurs items. Donc I1 est bien différent de I2 puisqu'on a compu et compu2, alors que I est bien égal à I3 puisque cette fois-ci, il vient comparer les valeurs. Donc mettre par défaut en utilisant ta classe, vous avez la possibilité de comparer des valeurs. Donc c'est plutôt cool. Et en fait, lui, ce qu'il a fait derrière, simplement quand nous on met le décorateur de ta classe, et lui, ce qu'il fait derrière, il fait tout ça.
Donc, le constructeur, en mettant les type hint et la valeur par défaut. Au niveau du rep, il vient mettre les valeurs. Au niveau de l'equality, de l'égalité, il vient rentrer tout ça. Donc l'avantage, c'est que vous modifiez un attribut avec votre syntaxe de data class, il vient tout mettre à jour automatiquement. Donc plutôt pratique. Déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup de l'utiliser, ça mange pas de pain. Maintenant, niveau 2, on va voir comment gérer la comparaison plutôt. La comparaison entre différents éléments. Et en fait, on va voir que c'est très simple. Pour ça, il suffit de passer l'argument order dans le décorateur data class et de le mettre à true. Alors, hop, voilà. Donc maintenant, est-ce que I1 est supérieur à I2? Donc déjà, on n'a plus d'erreur. Et il nous dit que c'est faux. Et on va voir après pourquoi. Par contre, I est supérieur à I5. Donc en fait, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient comparer euh, chacun des attributs successivement. Donc il regarde si le nom est supérieur. S'ils sont égaux, il va comparer l'attribut suivant, etc. Enfin, en fait, il compare des tuples. Donc là, I1 et I2, I n'est pas supérieur à I2. C'est I2 qui est supérieur à I1 parce que le nom est plus long dans I2. Et ensuite, I et I5, I est supérieur puisque I5 c'est une chaîne de caractères qui commence par A et I c'est une chaîne de caractères qui commence par C. Donc c'est cohérent. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut mettre tout ça dans un tableau et les trier en un claquement de doigts. Et donc on voit bien qu'il les a triés d'abord avec le nom, puis par le prix, et ensuite la quantité. Bon. Dans notre cas, la quantité est toujours égale à 0, donc c'est pas intéressant. Mais on voit bien qu'on a abracadabra prix 10, abracadabra prix 20, compu prix 10, compu prix 10, compu 2 prix 20, et Zapa l'épopette prix 5. Donc plutôt pratique. Et lui, derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit cette fonction, tout simplement. Celle-ci. Et donc ça, c'est pour le inférieur ou égal. Enfin, inférieur strict et inférieur ou égal. Et il y a la même, voilà. Et la même pour supérieur. Supérieur à égal. Donc il a automatiquement écrit ça. Ce que j'ai vu en fait en préparant cette vidéo, c'est que pas mal de personnes en fait créent un index de tri dès le début, en fait un premier attribut qui va servir uniquement pour le tri. Bon, c'est un choix, pourquoi pas. Et voilà. Et en fait, si vous faites ça, l'idée c'est de l'initialiser après l'appel au constructeur. C'est-à-dire une fois que tous les attributs ont été initialisés. Donc pour ça, il faut appeler la méthode post-init. Pour en fait, là, ce que je fais, c'est que je mets dans l'index de tri, je dis que c'est égal au prix, totalement arbitraire. Mais voilà, donc l'idée c'était de dire, on a la méthode post-init si vous voulez faire du traitement après l'appel au constructeur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai mes items, donc il faut que je lui donne donc, le sort index, donc je le mets à 0 par défaut pour tous, les différents noms et les différents prix. Et en fait, on va voir que... Alors, je ne l'ai pas exécuté. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, quand j'affiche le premier i, on voit que le sort index il s'est mis à 10, même valeur que le prix, etc. Et maintenant, quand je viens trier, automatiquement, il va commencer par trier par le premier élément. Donc ça va forcément se trier par le sort index et ensuite par le nom, etc. Allons un peu plus loin en vous parlant du field. Le field, ça va pouvoir donner plus d'informations sur chacun des attributs. Et notamment, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que finalement, sort index, on n'ait pas besoin de le préciser, que ce ne soit pas un argument de position. Donc là, on fait lui dire le field, on n'a pas besoin pendant l'appel au constructeur. Donc pour ça, on met field, enfin on met le nom de notre attribut égale field, init égale false, et on n'aura plus besoin de le prendre en compte. Et bien sûr, on initialise après le constructeur. Donc si on fait ça,
on voit que ça marche toujours et que là, du coup, j'ai pas eu besoin de l'initialiser à zéro. C'est plutôt cool. Et ça marche de la même manière. Dans ce field, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut également exclure un attribut de la méthode de représentation. Donc là, je fais rep égale false, et du coup, le sort index ne sera plus affiché quand je vais vouloir afficher un élément. Donc, je prends ma liste, et là, dans mon i, le sort index n'est plus affiché. On n'a plus que le name, le price et la quantité. Et pareil quand je trie mon tableau. Alors que ça trie bien selon cet index, hein. Un autre élément, c'est le frozen. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pour simplement rendre la classe immuable et ne pas être et justement ne pas pouvoir modifier les différentes valeurs. Donc là, on rajoute donc dans data class frozen égale true. J'initialise un élément compu avec un prix égal 10. Et là, lorsque je veux changer le name, il me dit que je ne peux pas. De la même manière, si je veux supprimer un attribut, il me dit que je ne peux pas. Donc voilà, assez pratique si justement vous allez récupérer des données et que vous savez que vous n'allez pas les modifier pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose d'intempestif. Bah, c'est une sécurité supplémentaire. Alors, il y a toujours le moyen, en passant par object set at, pour venir modifier la valeur, mais si vous en arrivez là, c'est que vous savez ce que vous faites et c'est pas une modification par erreur. Le field, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, on va voir d'autres aspects maintenant. Donc, on peut également exclure des champs de la comparaison. Donc, c'est ce qu'on fait pour le prix. Où là, on lui dit que en fait, le price ne doit pas être pris en compte lorsqu'on va comparer des items. Et la quantité, donc on lui donne la valeur par défaut, 0, et on l'exclut de la représentation. Lorsqu'on fait ça, et qu'on initialise donc, toujours nos items, on voit bien que la quantité elle a été exclue de la représentation. Et que le prix n'est plus pris en compte lorsqu'on compare, hein, puisque là on l'a trié, et on voit que bah, on a compu 2, enfin on a compu là, le premier est à 300, le second est à 10 euros, donc on voit bien que ça n'a pas été pris en compte. Alors, défaut de factory. Lorsque vous voulez initialiser par défaut une liste, et vous faites ça, ça ne va pas marcher, euh, puisqu'il va vous dire que, si je réduis un peu la fenêtre, il va vous dire que ça ne va pas, puisque ça va être quelque chose de mutable, et finalement, ce qu'il faut faire, c'est utiliser, avec les data classes, hop là, les default factory. Donc, en utilisant toujours field, default factory, c'est finalement la méthode qui va être appelée lors de la construction de l'élément lors du constructeur. Donc là, on dit qu'on a rajouté l'attribut ingrédient, qui est une liste de chaînes de caractères, et on lui dit que par défaut, il faut appeler la méthode list, pas simplement lui donner une valeur. Donc là, donc cette fois-ci, ça fonctionne, on n'a plus d'erreur, et ensuite on peut bien sûr venir la modifier avec les valeurs qu'on souhaite. Enfin, un autre élément de field, c'est metadata. Donc metadata, on va pouvoir mettre des informations qu'on souhaite, hein, pour info. Donc metadata, donc là je viens simplement préciser l'unité, que ce sont des euros. Et ensuite, grâce à fields, je lui dis donc tu récupères les fields de l'item i et tu récupères le premier. Et du coup, ça va donner plein d'informations sur le field, hein, le name, le type, la default factory, est-ce qu'il faut l'initialiser, est-ce qu'il faut le représenter, est-ce qu'il faut le hacher, est-ce qu'il faut comparer, et à la fin, ce qui nous intéresse, les metadata, et on retrouve ce qu'il nous faut, unit, euro. Donc voilà, donc ça peut être toujours pratique d'avoir ça. Hop.
Le hash, donc si vous comptez notamment utiliser vos objets comme des clés ou dans un set, ça peut être utile de venir préciser le hash, puisque donc, par défaut, euh, notre item n'est pas hashable. Donc, pour ça, on va lui rajouter donc, dans data class unsafe hash égale true, et là il va nous générer un hash. Donc là on a deux éléments différents, donc il nous génère forcément des hash différents. Et on va pouvoir lui préciser dans field quels champs sont à inclure dans le hash. Donc évidemment, on va privilégier les attributs qui sont immuables pour toujours faire en sorte que un item ait toujours le même hash. Donc là, on vient simplement dire que c'est le nom, en supposant qu'un item ne va pas changer de nom. On va dire que pour le calcul du hash, tu prends que le name et tu ne prends pas les autres champs. Donc, hop, donc avec nos deux éléments tout à l'heure qui avaient des hashes différents, maintenant, si on les met uniquement, si on hash uniquement sur le nom, on obtient le même hash. Ça, c'était la partie 2. Maintenant, on va démarrer. On va rentrer encore en profondeur, mais déjà, encore une fois, hein, si vous mettez tout ça en place, c'est plutôt cool. Le type. Euh, pourquoi j'ai mis type? Ah oui, c'est pour les attributs de classe. Donc là, donc c'est possible, hein, il n'y a pas de changement, hein. Data class var. On lui dit bah voilà, qu'on a une variable de classe type entier, qu'on initialise à 19. Ce que je fais, c'est que alors, je l'imprime déjà, donc là on a bien la valeur par défaut 19. Et ensuite, lorsque j'accède à tous les différents fields, on voit bien, donc c'est le dernier élément, euh, l'avant-dernière ligne, field name brand, etc., default 19, field type, class var. Alors qu'avant, on avait un field type égal à field, donc c'est vraiment différent. Et l'intérêt, c'est que ça modifie directement au niveau de la classe. Donc là, si on modifie la marque à 35, ce qui n'a pas de sens, hein, en termes de métier de mettre un nombre, mais c'est pas le sujet. L'avantage, c'est que c'est aussi modifié pour toutes les instances de cette classe. Enfin, dernier sujet, les slots. Les slots, donc le but, c'est d'optimiser justement l'utilisation des classes en faisant en sorte que ça prenne beaucoup moins de mémoire. Donc, c'est pas intégré nativement avec les data classes, mais il y a une manière de, de les exploiter. Donc, j'ai mis un lien là si vous voulez plus d'infos sur ce sujet-là. Comment nous on va l'exploiter? On définit donc là deux data classes, une position simple avec trois champs et une slot position où là on vient lui préciser que les trois champs name, long et lat doivent être considérés comme des slots pour bénéficier justement des optimisations qu'il y a derrière. Et quand on fait ça, on va maintenant initialiser donc différentes positions. Donc la position en slot, alors là ça a pris 0,04, 0,44. Et quand on prend une position normale, hmm, alors attends, est-ce que je l'ai exécuté? Ouais, je l'ai exécuté. Ouais. Hop là. Ok, bon là c'est plus parlant, je sais pas pourquoi tout à l'heure. Tiens, c'est très irrégulier. Mais bon, je l'avais testé avec VS Code et pas comme ça. Et on avait vraiment une différence. C'est ce que j'ai marqué en commentaire. On avait 0,26 pour le premier et 0,46. Donc c'était 35 fois plus rapide. Enfin, 35% plus rapide, pardon, d'utiliser les slots. Gardez ça en tête, hein. Si vous cherchez l'optimisation, ça peut être intéressant. Donc, tout ce qu'on a vu sur les data class, c'est assez cool, assez pratique. Ça nous évite d'écrire plein de code. Mais bon, je mettais ça, hein, c'est extrait du livre Fluent Python, qui lui-même cite un autre livre qui explique pourquoi justement l'utilisation des data classes, ça peut, ça peut être dangereux.
si c'est utilisé à mauvais escient. Donc j'ai pareil, hein, j'ai mis le lien si vous voulez en savoir plus. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les data classes, c'est bien pour justement démarrer et ne pas avoir à écrire tout ce qu'il y a autour par défaut, enfin, tout le constructeur, etc. Et ça peut être aussi utile quand ça va être justement quand vous allez récupérer des informations d'une source tierce pour avoir une représentation directe et notamment, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais utiliser enfin, une classe avec la notation par point et pas simplement avoir un dictionnaire où vous allez devoir avoir la notation avec des crochets. Donc c'est assez pratique. Dans ce cas-là, les data classes pourraient être certains de manipuler ce que vous souhaitez manipuler. Donc pour terminer, les data classes feature introduite avec Python 3.7 et voilà, pas besoin de faire plein de code qui est géré automatiquement sur l'initialisation, la représentation, la comparaison et l'égalité. Enfin, rien que ça vaut le coup de l'utiliser. Et puis après, on peut aller beaucoup plus loin là-dedans. Ce qu'il faut retenir, bah, tout est résumé là. Forcément, ça marche pas. Mais voilà, c'est le décorateur de ta classe. Est-ce qu'on prend en compte la comparaison? Est-ce qu'on veut le geler? Est-ce qu'on veut gérer les haches? On définit nos attributs, leur type. On peut utiliser fil pour aller un peu plus loin dans la prise en compte, pour la comparaison, etc. Et voilà. Et après, il y a bien sûr bien d'autres choses bien plus poussées. Les sources, donc là vous retrouvez un petit peu toutes les sources qui m'ont permis de vous raconter tout ce que je vous dis, mais voilà, c'est relativement à recommander. Et bah, c'est tout pour ce soir. Là, j'essaierai d'aller un peu plus loin la prochaine fois en parlant d'une bibliothèque qui s'appelle PyDentic et qui justement va permettre d'aller beaucoup plus loin sur certaines limitations des data classes. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Si vous avez des remarques ou si j'ai dit une bêtise ou une approximation, bah, n'hésitez pas à m'en faire part hein, par commentaire ou autre. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.